Bon, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité pour présenter un des gros points un des gros sujets sur lequel je travaille, qui est issu d'une convention entre le Parc des Pyrénées et le laboratoire des Pyrénées et des Landes. Donc un petit rappel, le Parc national des Pyrénées, donc c'est une zone en partie protégée avec une zone cœur qui est complètement protégée le long de la frontière. C'est une zone cœur qui est très mince, 10 km de large, un réseau routier qui est important avec 3 routes transfrontalières, des altitudes qui sont posées Béarn-Bigorre. Donc c'est un parc qui est situé sur 2 départements et malgré la répartition des régions, on est également sur 2 régions différentes. Donc on a des pentes qui sont en majorité fortes, une dominance pelouse en Béarn et Vallée d'Or. Donc Béarn, on est complètement à l'ouest, Vallée d'Or, on est complètement à l'est. Et essentiellement des éboulis sur les autres secteurs. On a une activité agricole qui est basée sur l'élevage bovin allaitant ovin laitier très intensif en zone Béarn, avec des éleveurs qui estivent des gros troupeaux et qui font de la traite en montagne. Et sur la partie Bigorre, donc Hautes-Pyrénées, donc c'est un élevage qui est plutôt extensif ovin allaitant et bovin allaitant. Donc dès la création du parc en 1967, il y a eu des inquiétudes qui ont été formulées parce qu'on a une montagne qui est quand même très très occupée par les éleveurs, qui sont formulées sur le rôle de réservoir qui pourrait être joué par les populations sauvages et également par les transmissions transfrontalières. Il y a eu différents travaux sur la kératoconjonctivite de l'Isère, il y a eu participation du parc à différents programmes, notamment la surveillance des rapaces nécrophages, des interpellations de la part des touristes, des éleveurs, des chasseurs, notamment par rapport à des épisodes de Galles sur la marmotte et le renard. Et puis il y a eu des épisodes aussi en élevage. Donc la galaxie contagieuse avec des troupeaux domestiques infectés de la galaxie contagieuse qui sont montés en estive, du charbon également trouvé sur les vaches en estive, le problème de la pestivirose de l'Isard, toujours cette kératoconjonctivite, et donc des questionnements parce que des élevages abattus, et derrière, oui, mais quel est le rôle de la faune sauvage? Donc depuis 83 déjà le parc avait des actions ponctuelles et avait mobilisé ses agents pour collecter des cadavres et avec derrière des analyses qui étaient réalisées ou non. Il n'y avait jamais eu de réel bilan et à un moment où on se pose en disant voyons ce que l'on a. Le parc a été confronté à l'état très variable des cadavres, donc quelquefois tout est pourri, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a des fois on arrive à sortir des choses, mais quand on sort ça, puis on se dit oui mais bon c'est poubelle directe. Les commémoratifs également très variables. Là, on avait la chance d'avoir quand même un commémoratif qui était dans la gueule d'une martre. Donc, on a un minimum, mais quelquefois, on rouvre le congélateur et on a un animal sans savoir de quel secteur il vient, quand est-ce qu'il a été découvert. Des délais plus ou moins importants entre les découvertes et les autopsies. Tout ça, des résultats très variables. Et puis, pas réellement de réflexion interne. Donc pas de pilote, pas de coordination, donc de très grosses fluctuations sur les résultats. Donc issu de toute cette réflexion, ça a débouché sur la mise en place d'un programme de veille sanitaire qui est inscrite sur les programmes du parc et qui est inscrite en priorité numéro 1 suite à un travail de thésard qui a été finalisé, je crois, en 2007. Donc les objectifs, c'était améliorer la connaissance du statut sanitaire des espèces ciblées, son évolution dans le temps et dans l'espace, et de façon à pouvoir intégrer ces éléments dans une réflexion écopathologique vis-à-vis de la régulation des populations. C'était voir comment les maladies peuvent impacter la dynamique des populations. Identifier et évaluer les impacts des activités humaines sur la pathologie de la faune, que ce soit en traumato, que ce soit en écotoxicologie, et les interrelations qui peuvent être possibles entre la faune sauvage et les espèces domestiques.
Pouvoir détecter rapidement l'apparition d'un phénomène de mortalité inhabituelle ou d'autres phénomènes anormaux. Surveiller le rôle de la faune sauvage dans la circulation des maladies réputées contagieuses, qu'on dit maintenant danger sanitaire. Et tout ça pour pouvoir répondre aux questions des usagers et du grand public sur la qualité et la santé des populations animales qu'héberge le parc national. Donc le nom officiel, c'est la veille sanitaire surveillance épidémiologique sur les vertébrés sauvages du territoire du parc national. Donc défini et décrit dans le programme d'aménagement. Le maître d'ouvrage, c'est le parc national. Le maître d'œuvre, il est décliné en fonction des différentes lignes. C'est le laboratoire des Pyrénées-des-Landes pour toute la partie autopsie et analyse, le parc national pour tout ce qui est collecte et commémoratif. Et puis, il y avait également prévu, là, les groupements techniques vétérinaires pour la prise en charge de la faune sauvage en détresse. Donc, pour l'instant, par manque de financement, cette convention n'a pas abouti. On a des partenaires pour augmenter la compétence. Donc, on a trois référents. On a un référent mustélidés petits mammifères, donc qui sont représentés par le Grège Christine et Pascal Fournier. On a un référent ongulé de montagne, vous l'avez vu hier, il s'agissait de Dominique Gauthier. Et on a un référent rapace et nécrophage, la personne de Lydia Villagine, qui est responsable du programme Vigilance Poison. On travaille également avec des laboratoires experts, le laboratoire VetAgroSud pour tout ce qui est toxicologie et donc le professeur Philippe Berny, le laboratoire VetDiagnostic pour tout ce qui est analyse anapath avec le docteur Karine Lemberger et donc le GTV qui suit, qu'on sollicite également pour la faune sauvage en détresse, même si on n'a pas de sous pour les payer, on a quand même des vétos sympas sur le terrain qui peuvent nous aider. La coordination, c'est le parc national avec le responsable faune et un responsable par secteur. On a 6 secteurs sur le parc national. Le référent technique, donc c'est le laboratoire des Pyrénées-des-Landes. Les protocoles, moi je vais surtout vous parler de ce que je connais le mieux, hein, c'est la veille passive où il n'y a pas d'effort de recherche ni de ciblage. On est dans le même esprit que le réseau SAGIR où, bon, on ne fait pas d'effort de recherche, donc on ramasse tout ce qu'on peut trouver de manière fortuite. Donc avec la récupération des cadavres en entier. Bon, après il y a une partie faune sauvage en détresse et observation des phénomènes anormaux. Tout ce qui est phénomènes anormaux doit être remonté et signalé au parc, même si ça ne fait pas l'objet de récupération de cadavres. Toutes les mortalités, même si ça ne fait pas l'objet d'une récupération de cadavres, parce que trop dégradé, parce que trop lourd et trop compliqué à ramener, doivent faire l'objet d'une signalisation. Et une veille également active, avec un suivi ongulé, essentiellement sur le secteur de Cauterets, un suivi galliforme qui avait démarré, mais pour l'instant qui persiste pas, et un suivi amphibien, notamment par rapport à la maladie de la chytridiomycose. Donc c'est basé sur la collecte, donc on a une collecte sur l'ensemble du territoire du parc, zone cœur et zone d'adhésion, avec possibilité de prendre en compte des individus d'espèces patrimoniales, exemple le gypaète barbu, qui peuvent provenir d'une zone en dehors de la zone du parc. Le remplissage systématique d'une feuille de commémoratif. Et c'est là où vraiment, on a réussi à montrer l'intérêt de cette feuille de commémoratif en travaillant avec les agents. Voilà ce qu'on avait au début. Donc là, ici, vous avez une magnifique hulotte récupérée par un agent du parc qui a quand même un minimum de connaissances. Et le commémoratif, donc on a le secteur, là, le secteur de Luce, et puis rapace nocturne. Hein. On n'a même pas de diagnose d'espèce. Bon, le stockage de l'animal en entier au congélateur sur le secteur, et après, les agents redescendent les cadavres avec une centralisation au siège à Tarbes. Donc, maintenant, on a évolué sur une feuille de commémoratif qui est très, très complète et qui, aujourd'hui, est quand même très bien remplie.
pour chaque individu. Donc, centralisation à Tarbes. Nous, on a une logistique qui assure Tarbes-Lagor, puisque la salle d'autopsie est à Lagor, qui nous ramène les cadavres. Alors, on a gardé cette habitude de travailler par catégorie. Donc, on fait des séances d'autopsie petits mammifères, mustéidés petits mammifères, parce qu'on a l'appui des référents qui sont venus réellement en appui pour les autopsies, donc ils sont venus avec nous, et donc on n'avait pas à les déplacer pour un ou deux animaux. Donc pour chaque individu, on a une observation générale de la condition physique, de la présence ou non de lésions, de l'état des organes, de façon à déterminer les causes de la mort, donc ça, le processus terminal et les processus associés, mais aussi en fonction des espèces, pouvoir retracer l'histoire pathologique de l'individu, effectuer un certain nombre de prélèvements et de mesures, et puis effectuer des prélèvements en vue d'analyse systématique, exemple toxicologie ou écouvillon pour la recherche de kératoconjonctivite, recherche systématique de pestivirose. Donc ça, ces analyses systématiques sont définies soit en fonction de l'espèce, soit après avis des experts et du comité de pilotage. Donc les référents, je vous en ai parlé. L'ensemble des rapports d'autopsie sont soumis à une relecture par un comité mortalité qui est constitué par les référents, le responsable faune du parc national, l'ONCFS. On peut faire également appel à un autre référent qui fait partie du comité mortalité, personne de Philippe Gibert, qui est Angulé de Montagne pour l'ONCFS. Et tout ça, ça fait l'objet d'un bilan qui est présenté au comité de pilotage, qui derrière est là pour nous aider à réorienter, voir ce qui est pertinent, pas pertinent, qui est pour les années suivantes à creuser. Exemple, il y a une année, on s'est posé la question de savoir si c'était toujours pertinent de continuer à ramasser les cadavres au bord de route, la plupart du temps, ces animaux en bon état, avec des gros dégâts, des grosses hémorragies, puis on sortait pas grand-chose de ces autopsies, sauf que les analyses systématiques nous ont permis de démontrer qu'on pouvait avoir 60% de résultats positifs sur les anticoagulants. On a également des cas où on a eu une loutre qui était assimilée, trouvée bord de route, qui était en septicémie, c'était un vieux mâle issu des bagarres entre loutres qui a déclaré une septicémie à strepto. Le dernier cas en date, c'est un chevreuil complètement explosé, anormalement maigre, elle avait deux petits, et qui était positive en paratube. Donc au-delà de la cause terminale de la mort, il y a quand même des choses qu'on peut sortir, et c'est pour ça qu'avec le comité de pilotage, on a dit non, on continue à ramasser les cadavres bord de route. Donc là, je vous ai remis sous schéma, donc collecte des cadavres par les agents du parc, centralisation à Tarbes, autopsie à Lagor, avec l'appui des vétérinaires référents et des analyses qui peuvent être faites par les laboratoires experts. On soumet l'ensemble des rapports au comité mortalité, ça fait l'objet d'un bilan auprès du comité de pilotage, et après validation, l'ensemble des données remonte dans les réseaux nationaux. Donc, en interrégional, avec le programme Vigilance Poison, qui vise à surveiller l'impact des pesticides sur l'ensemble de la chaîne pyrénéenne, sur les programmes nationaux, que ce soit SAGIR, tout ce qui est mustélidés semi-aquatiques, la veille sanitaire, donc on a sur le comité de pilotage, on a un représentant de l'ANSES, donc c'était en la personne de François Moutou, qui maintenant a été repris, c'est Céline Richaume qui assure en partenariat avec Élodie Montchâtre-Leroy de Nancy. Tout ce qui est chiroptère, ça part de manière systématique à Nancy et en international. On a des échanges via le GFSM, donc le groupe d'études sur l'écopathologie de la faune sauvage de montagne. Donc je vais vous faire un petit focus sur les ongulés.
Donc, la distribution des analyses, je vous ai remis un petit peu la distribution des analyses que l'on a fait. Donc, depuis 2009, on voit que les ongulés gagnent en nombre. On a une petite explication, c'est pas tellement la mortalité qui augmente, c'est plutôt l'implication des agents. Et là, en parallèle, la distribution des découvertes. Donc, ici, là, cette année-là, c'est pas particulièrement mort plus que les autres années. Simplement, là, on a vidé les congélateurs et on a autopsié pas mal d'animaux où on n'avait pas de commémoratif, et on a des animaux qui étaient stockés déjà depuis 2005. Donc voilà, on a sur le début très peu d'ongulés. Donc le démarrage de la veille réelle, c'était 2009. Donc je pense qu'il y avait ça prend de la place quand on a un isard ou un chevreuil. Donc c'était, je pense, le facteur limitant. D'abord c'est lourd, faut le redescendre, après il faut le stocker, donc c'est pas sûr que ce soit analysé. Et puis une augmentation du nombre de cadavres collectés. 2012, c'est l'année de l'apparition de la pestivirose sur la zone du parc. Donc une motivation qui est autre, avec des efforts et également quelquefois des restes osseux, parce qu'on a réussi à faire la recherche de pestivirose sur la moelle osseuse. Donc quelquefois des cadavres complètement dégradés, mais pour lesquels les agents nous redescendent des restes pour savoir si on a de la pestivirose ou pas. La localisation des découvertes, elles sont très variables d'un secteur à un autre et d'une année à une autre. Là, vous avez les différents secteurs. Donc, avec les secteurs Béarnais, Ossau et Aspe, qui, eux, sont très impliqués dans la veille, mais également des facteurs humains. Secteur Aspe, c'est les gros découvreurs de cadavres. Et là, on a un trou et on s'était posé la question, qu'est-ce qui se passe? En fait, on a 2 personnes sur la vallée d'Aspe qui étaient très impliquées dans la veille sanitaire, mais qui sont parties en congé paternité. Donc, il y a eu un petit trou. Également, sur la catégorie des animaux qui sont collectés, on voit que en Vallée d'Or, on a pas mal d'ongulés, cauterets, pas mal d'oiseaux nécrophages, pas du tout de vautours sur cauterets. La plupart des découvertes sont relatives à l'isard. Quelques chevreuils, le reste anecdotique. On voit ici là que donc en bleu, ce sont les secteurs béarnais. Donc avant 2012, c'est essentiellement les secteurs béarnais qui trouvent. À partir de 2012, on a la Bigorre qui nous ramène des cadavres, et on voit la part de la Bigorre qui est plus importante sur les découvertes, avec une préoccupation justement vis-à-vis de la pestivirose. Il faut pas occulter que il y a eu quand même énormément de travaux qui avaient été faits quand même avant le démarrage de cette veille sanitaire, et notamment il y a une population d'isards sur cauterets qui avait été suivi, et ils ont essayé d'approfondir l'approfondissement des causes de mortalité dans le cadre d'un programme de recherche qui avait été financé par le ministère de l'Environnement. Donc, ce qui a permis le suivi sanitaire de la population des isards de cauterets, où on s'aperçoit qu'on a 2 pics de mortalité sur les jeunes, et puis on a un deuxième pic à ce niveau-là. Avec un premier rôle, donc ici sur les causes de mortalité, ce qui ressort, c'est essentiellement des pathologies monofactorielles aiguës, avec un très gros rôle des bronchopneumonies, avec un très fort pouvoir de sélection. En deuxième année, c'est les éterlous là. On a un rattrapage sélectif, c'est également les conséquences, là, on va dire, ces animaux qui sont dans un état physiologique très très dégradé, c'est les conséquences des bronchopneumonies du premier âge. Et puis là, on a ce deuxième pic de mortalité qui correspond à la sénescence à partir de 10 ans. Ce sont des pathologies chroniques multifactorielles et qui traduisent bien l'usure de l'organisme des animaux. Et
au milieu, c'est essentiellement des causes traumatiques. Ce sont une classe d'âge qui est très robuste. Et par contre, si on a une atteinte sanitaire, là, ça peut cartonner. Ça peut cartonner. Donc sur la veille d'entre 2009 et 2016, eh bien, on retrouve là essentiellement les jeunes, les vieux, et puis peu de l'âge, enfin sur l'âge moyen intermédiaire. L'âge des chevreuils, bon, on n'a pas cette finesse de détermination de l'âge, c'est essentiellement des adultes. Pour l'état physiologique des animaux, beaucoup d'animaux qui sont dans un état dégradé au niveau des isards, l'état physiologique chez les chevreuils, c'est essentiellement plutôt un bon état physiologique, peu d'animaux réellement maigres. Les causes de la mort, elles sont essentiellement traumatiques chez les chevreuils et essentiellement infectieuses chez les isards, avec des découvertes un peu quelquefois particulières. La pestivirose. Là, on a eu une découverte de fasciolose sur un isard de 4 ans. C'est le seul cas qu'on ait vu. Ça paraît surprenant sur des animaux qui sont plutôt en altitude. Donc, ce qui pose la question, est-ce qu'on a les gîtes à limnés qui remontent? En discutant avec le professeur Jacquier de l'école vétérinaire de Toulouse, il s'avérerait qu'en fait, les limnés, on les a sur des altitudes assez je peux solliciter 5 minutes, je crois. Merci. Bon, des bronchopneumonies. Là, on avait une intoxication à l'if sur un chevreuil. Donc, merci justement aux commémoratifs et à la vigilance des agents qui nous ont. C'est un chevreuil qui a été trouvé assez haut en altitude sur une période où il y avait beaucoup de neige. Et l'agent nous a signalé cette grande proportion d'if sur le secteur où l'animal a été retrouvé. Donc depuis la réintroduction des bouquetins, donc l'année dernière, on était à deux bouquetins. Le bouquetin qui avait été donné pour des animaux de 10 ans, puis on s'aperçoit que là, en fait, c'est pas du 10 ans, c'est du 16 ans. Et puis bon, là on avait une jolie chose. Là, on peut aller jusqu'à l'ouverture de la colonne pour. Bon, c'était un animal qui avait été trouvé vivant avec une fracture de la colonne. Bon, ça, je vais passer l'âge des découvertes, l'état physiologique. Donc, pour revenir chez l'isard, qui reste quand même l'espèce d'intérêt la plus surveillée, la répartition des causes infectieuses chez l'isard en fonction des années. On voit là, 2012, on met en évidence le virus border sur un isard de la Vallée d'Or. Et puis, on en a de plus en plus. Les chiffres, bon, ça reste de l'anecdotique, hein, c'est pas des grosses enquêtes épidémiologiques. Et puis la partie pulmonaire, essentiellement ça sur ces 2 années, c'était essentiellement des jeunes. Alors l'inquiétude, donc il s'agit de quoi comme souche? On a réussi à faire séquencer certaines souches de pestivirose, et donc on s'aperçoit qu'on a des grosses homologies avec les souches andorranes et espagnoles. Et on retrouve sur Cauterets une souche andorrane. Donc les premiers cas, ils ont été trouvés sur la Vallée d'Or en 2013. On retrouve des cas sur la Vallée d'Or non, le premier cas c'est en Vallée de Luz en 2012. L'année d'après, Vallée d'Or en 2014, en 2015, on a un cas sur la vallée de Cauterets, avec une grosse inquiétude de dire bon, ça y est, l'épisode avance, que va devenir cette population qui est hyper suivie. Visiblement, il n'y a pas eu d'impact. C'est un cas qui s'avère isolé. La fédération de chasse
nous a transmis les résultats sur les tirs de chasse. Il n'y a pas pour l'instant, il n'y a pas eu de séroconversion des isards de Cauterets sur ce secteur. En parallèle, sur la zone de Cauterets, on a quand même un gros suivi par sérologie. Donc, avec un bon recul, de ces 257 prises de sang qui sont issues de captures, là, de 2003 à 2012, avec une majorité qui reste exploitable. L'intérêt de l'outil sérologique, c'est que c'est la mémoire de ce qui s'est passé. Donc, au-delà des causes de pathologies qui peuvent tuer, on a des pathologies qui, en fait, ne tuent pas les animaux, mais par contre, on a ces traces. Donc, on s'aperçoit que le secteur de Cauterets, les isards du secteur de Cauterets ont un excellent statut sanitaire, avec tout négatif, Brucellose, Chlamydiose, Toxo, CAEV, IBR et fièvre catarrhale. Donc, les nombres varient en fonction des actualités et des interrogations. En paratuberculose, il y a eu un cabri au seuil capturé en janvier. Bon, est-ce que c'est un bruit de fond de la réaction? On est en mesure de penser. Fièvre Q, on a eu un mâle de 8 ans en 2011, mais très faiblement positif, donc sans signification épidémiologique. En salmonellose abortive ovine, on a une femelle de 13 ans, 2 mâles avec des traces, donc femelle recapturée 2 ans plus tard qui était devenue séronégative et sans jamais de problème reproduction. C'est des animaux marqués donc qui sont suivis. Et un mâle qui était séro avec des traces, qui a été recapturé 1 an plus tard, qui est devenu séronégatif. Celui-là qui n'a pas été recapturé après, mais qui était séronégatif. Et on avait 2 positifs et un douteux. Les positifs remontent à 2006, sans aucune conséquence pathologique. Et le dernier douteux, il remonte à 2010. Donc on n'avait aucune agrégation dans l'espace et dans le temps, difficile à interpréter. Par contre, ce bon statut sanitaire est également à mettre en relation avec le très bas niveau de cohabitation entre les ongulés domestiques et sauvages sur le site de Cauterets, là où on voit qu'en fait la superposition elle est quand même relativement rare. Vous avez les ovins en rose et tous les points, ça c'est la localisation des isards sur la période. Donc, la population d'isards de Cauterets est très peu soumise aux cohabitations avec les troupeaux et présente un excellent statut sanitaire vis-à-vis des maladies domestiques qui sont étudiées. Et cette constatation elle est relativement stable dans le temps. Celui qui a assuré ce suivi est aujourd'hui, donc Jean-Paul Cramp est aujourd'hui parti à la retraite. Donc ce suivi très lourd avec capture n'est pas repris à aussi grande échelle, ni sur les autres secteurs, ni sur ce secteur. Voilà, je vous remercie si vous avez des questions. Et excusez-moi d'en déborder, mais j'ai cru que je pouvais me permettre de déborder.